Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sky Talks. Sky Talks, c'est l'émission qui donne la parole aux avant-gardistes, aux innovateurs du monde du Web3, de la blockchain et de Bitcoin. Aujourd'hui, je reçois Abel Raberin, qui est formateur Bitcoin et qui s'adresse spécifiquement au Family Office. Je vais faire entrer Abel dans la salle pour qu'il nous raconte son histoire. Salut Abel, Salut, bonjour à tous. comment vas-tu? Ça va au top et toi? Bah super, super, ça va bien. Je suis contente de t'avoir ici aujourd'hui. C'est vrai que je te suis pas mal sur les réseaux, j'adore ton contenu, donc voilà, je voulais échanger avec toi aujourd'hui pour premièrement savoir euh, comment tu rends ton contact avec Bitcoin, comment tu découvres Bitcoin, quel est ton parcours. Voilà, raconte-nous un peu tout ça. Parfait. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Ça fait super plaisir. Et du coup, pour la petite histoire, en fait, j'ai refusé pendant très longtemps. Euh, j'ai refusé. Alors, je te vois plus à l'écran. Je ne sais pas si c'est normal. Mais Oui, oui, c'est normal. non, Voilà, je te mets en format solo, voilà, pour que je tu me parles. sentais seul. Je suis là, t'inquiète pas. Merci. Ça roule. Donc, je disais, ouais, j'ai refusé beaucoup de podcasts, en fait. J'ai refusé beaucoup d'invitations. Parce que je préférais être intervieweur qu'interviewé jusqu'à là. Mais du coup, aujourd'hui, voilà, ma, ma connaissance de Bitcoin et ma compréhension du monde financier fait que aujourd'hui la mission d'éduquer sur Bitcoin est tellement grande que je me suis dit, bon, je mets mon ego de côté et j'accepte cette invitation. Et donc, du coup, pour la petite présentation, moi, je m'appelle Abel. Je suis né en Éthiopie. J'ai grandi dans une merveilleuse famille française. Et depuis 4 ans, maintenant, je suis du côté de la Suisse, où je travaille principalement sur Genève. Et comment j'ai découvert Bitcoin? Alors, je vais peut-être raconter une histoire un peu personnelle. Ça sera peut-être plus intéressant pour l'audience que de faire le blabla traditionnel. Mais en fait, en 2018, j'ai eu un accident de voiture où, en fait, voilà, tout simplement, j'ai fini à l'hôpital avec une grosse fracture du fémur euh, parce que je me suis fait renverser par une voiture qui a grillé un feu rouge. Et donc, à ce moment-là, il y a eu le début de tout un processus avec les avocats, les assurances, etc. Et donc, on m'annonce que je vais recevoir une certaine somme d'argent. Donc déjà, je le dis dès maintenant, c'était pas des millions, hein, mais c'était une somme qui était suffisamment grosse pour que je me dise, OK, là, c'est une somme qui est suffisamment importante pour se poser des questions sur la finance et sur le monde des investissements. Comment est-ce que je vais protéger cet argent? Parce qu'à ce moment-là, en fait, j'ai fini ma licence d'économie et je venais de comprendre le principe le plus important. Et s'il y a une chose à retenir du podcast pour l'audience, j'espère que ce sera celle-ci, c'est vraiment la compréhension de l'inflation et de la douleur de l'inflation, donc la perte de valeur de la monnaie. Et donc je savais que si je faisais rien, cet argent-là, il allait disparaître, tout simplement. Et du coup, c'est là où je décide de faire un master en gestion de fortune internationale à l'Université de Paris-Dauphine et, et d'étudier voilà, comment est-ce qu'on protège une richesse, comment est-ce qu'on protège son argent et son pouvoir d'achat dans le temps. Et en parallèle de ça, bien évidemment, je découvre Bitcoin parce que en fait, ce que j'apprends dans mon master ne me convient pas du tout. Ce que j'apprends sur la finance, ce que j'apprends sur le monde de la gestion de fortune ne me plaît pas. En fait, il y a très souvent un désalignement des intérêts entre les fournisseurs de produits, que ce soit les assureurs, les banques, les gestionnaires de fortune, et le client final, l'investisseur. Donc, globalement, tous les intermédiaires s'enrichissent euh, clairement, et le client final, au final, c'est un peu le produit enfin pas le produit, mais le créateur de la valeur, et c'est celui auquel on extrait un maximum de valeur possible. Donc, je découvre Bitcoin, notamment via les créateurs de contenu. Donc, merci encore de créer du contenu et de m'inviter notamment. Grâce aux créateurs de contenu, grâce aux conférences.
aux séminaires internationaux où j'ai voyagé beaucoup pour aller en fait rencontrer cette communauté Bitcoin. Parce que quand on est tout seul dans sa chambre et qu'on lit des bouquins comme un malade, on se dit est-ce que c'est vraiment réel ce truc, tu vois. Et donc du coup, je suis allé rencontrer la communauté de Bitcoiners internationaux. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai créé mon parcours dans la gestion de fortune et dans Bitcoin, en faisant aussi à la fin de mon master l'école Alira Blockchain, que tu connais très certainement. Ouais, j'ai fait aussi. Ah, tu l'as fait aussi? Ouais. Ok, magnifique. Du coup, c'est une des plus grosses, si ce n'est la plus importante école crypto qu'on a en France, en plus reconnue par l'État. Et donc, voilà, dans le monde, c'est assez rare d'avoir un vrai diplôme crypto. Donc ça m'intéressait de le faire. Euh, mais même au travers de toute cette expérience dans la gestion de fortune et à l'IRA et mes connaissances en crypto, bah, la finalité, c'est Bitcoin. Donc, ma mission aujourd'hui, elle est vraiment seulement sur Bitcoin et, euh, et sur l'éducation, en fait, Bitcoin. Voilà pour la petite présentation. Merci Abel, super enrichissant. Donc, c'est parti vraiment d'un événement personnel, on va dire un accident, pour arriver petit à petit à se dire bah, la finalité, c'est Bitcoin. Exact. Donc, c'est très inspirant et en fait, ça m'indique que souvent, c'est comme ça. En fait, c'est souvent un événement, on va dire, un peu tragique qui nous secoue un peu. Et puis, parce que c'est sûr que les questions d'inflation et tout ça, quand tout est pépère, tranquille dans la vie, on ne se les pose pas vraiment. Même si on Mm. le ressent, en fait, au quotidien, on se pose pas vraiment ces questions-là. Donc, super parcours. Et puis, félicitations à toi, en tout cas, d'avoir su réfléchir, en fait, à un sujet aussi profond et important. C'est gentil. Et du coup, est-ce que, donc tout à l'heure, j'ai souligné une phrase, tu disais que pour toi, la finalité, c'est Bitcoin et que c'était seulement Bitcoin. Est-ce que tu te définis comme un Bitcoin maximaliste ou pas du tout? Alors, en fait, cette notion de Bitcoiner maximaliste, je trouve qu'elle est extrêmement péjorative. Elle est utilisée à mauvais escient et je ne sais pas si tu sais, mais pour l'anecdote, celui qui a créé le terme de Bitcoiner maximaliste, c'est Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum. Donc, pour la petite histoire, euh, il a créé ce terme-là et il a été utilisé vraiment pour dire que les Bitcoiners qui ne voient que Bitcoin et qui éduquent que sur Bitcoin, ils sont extrémistes et ils n'écoutent rien d'autre. Et donc, du coup, en fait, ça décrédibilise cette communauté-là. Donc, philosophiquement, bien évidemment, moi, je ne parle que de Bitcoin parce que pour moi, c'est une protection, en fait, de l'investisseur que de parler de Bitcoin et de ne pas parler du reste. Mais maintenant, est-ce que j'ai envie de dire que je suis Bitcoiner maximaliste? Bah, du coup, non, vu que c'est péjorativement Ouais. appelé. Mais je dirais que je suis voilà, un maximaliste de la liberté. C'est un peu plus philosophique. Et je peux faire ça. Ouais, c'est plus joliment dit. C'est vrai qu'à chaque fois, quand on rajoute le mot maximaliste, c'est une connotation péjorative. Pourtant, moi, au fil des échanges, en fait, j'ai discuté avec des personnes qu'on pourrait qualifier de maximalistes, mais c'est plutôt des gens qui se disent bah, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer en fait à tout ça, donc je vais me focaliser sur un seul actif qui me semble celui qui est le plus pertinent dans dans sa proposition de valeur. Clairement. Toi, Ouais. est-ce que du coup, est-ce que tu te déterminerais comme maximaliste? Non, pas du tout, parce que bah, je m'intéresse aussi aux autres projets, mais j'ai une forte tendance à me dire que Bitcoin et les autres n'ont rien à voir, Ok. et que Bitcoin, pour moi, résout une problématique profonde, qui est la problématique de la monnaie fiduciaire, en fait, qui se dilue avec le temps. Donc, c'est une révolution monétaire donc, qui résout un grave problème de la société, et que Ouais. les autres projets sont plutôt des projets d'évolution technologique, tout simplement. Donc, Ok. qui ont d'autres propositions de valeur pour proposer on va dire, l'évolution du technologique et la technologie blockchain
mais derrière n'ont pas forcément la même casquette en fait que Bitcoin qui résout un problème de société profond. Donc si je comprends bien, le résumé, ce serait de dire que Bitcoin, c'est la monnaie et que les autres crypto-monnaies, ce sont des entreprises technologiques. Voilà, c'est ça, exactement. C'est des entreprises technologiques qui, pour certaines, sont très bien. Hein. Donc, Ethereum, par exemple, je trouve que c'est une belle technologie qui va apporter quelque chose, notamment au domaine de la finance. Mais Bitcoin ne résout pas les mêmes problèmes en fait qu'Ethereum. Ouais, mais du coup, quand tu dis qu'Ethereum, ça va apporter quelque chose au domaine de la finance, est-ce que ce serait pas justement renforcer le système fiat ou l'améliorer avec la blockchain? Du coup, ça reste le fiat ou pas forcément? Oui, ça reste le fiat. En tout cas, parce que quand on voit l'utilisation, par exemple, les stablecoins aujourd'hui, en fait, qui sont en grande partie sur Ethereum, c'est le Ouais. système fiat, en fait, qu'on améliore. Parce que typiquement sur les stablecoins, moi je dis souvent que c'est une révolution d'usage parce que de toute façon, il y a des gens qui ont des monnaies qui sont tellement horribles que accéder au dollar facilement, c'est déjà pour eux quelque chose de révolutionnaire qui apporte un truc en plus dans leur vie. Donc, Ouais, c'est mais pas étonnant que les stablecoins soient utilisés avec un backbone Ethereum. Mais la finalité, après, ça sera Bitcoin parce qu'on va comprendre que c'est le même fiat, en fait, qui circule toujours, quoi. on est d'accord. Voilà. Donc, c'est un peu ma vision des choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas, donc je suis content que tu arrives que tu aies la connaissance de dire que c'est le même système en fait qui s'entretient. Ouais. L'USDT ou l'USDC, peu importe, les stablecoins, c'est le système fiat. Et le dollar survit parce qu'on utilise aussi les stablecoins. Donc Oui. la révolution, elle n'est pas là, elle est bien évidemment sur Bitcoin, c'est clair. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est pas là la vraie révolution. Yes. Euh, du coup, qu'est-ce qui, parce que dans ton message, en tout cas dans ta description, ce qui m'a frappé dans ton profil, c'est que tu étais focalisé, en tout cas, tu orientais ta cible sur la gestion de fortune. Mhm. Donc d'ailleurs aussi par rapport à ton parcours académique. Ouais. Euh, pour toi, est-ce que il y a un intérêt pour quelqu'un qui a déjà une grosse fortune Mhm. de s'intéresser à Bitcoin et quelle place Bitcoin peut avoir dans le patrimoine en fait de quelqu'un qui a déjà, on va dire, bien réussi ou qui a déjà un bel héritage? Alors, il y a énormément de points bénéfiques à Bitcoin, mais en fait, je vais dire quelque chose qui va même peut-être choquer l'audience, c'est qu'il n'y a rien d'autre qui est plus représentatif de la gestion de fortune que Bitcoin. Parce que la gestion de fortune, la gestion de patrimoine, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de protéger la fortune d'une famille, de la transmettre, et donc Bitcoin, en fait, va avoir intrinsèquement ces qualités-là de pouvoir protéger la fortune de quelqu'un. Donc, il n'y a aucun actif qui surperforme Bitcoin. Depuis 16 ans, Bitcoin est l'actif financier qui surperforme tous les autres en offrant plus de 70%, plus de 70% par an en moyenne, alors que dans la gestion de fortune traditionnelle, les autres produits financiers, quand on arrive à du 5-10% maximum par an, c'est vraiment le maximum, euh, entre guillemets, sans risque qu'on peut avoir. Donc Bitcoin, il a en fait ces qualités-là de pouvoir protéger dans un premier temps la fortune et de pouvoir en plus de ça transmettre. Donc là, un des dossiers centraux de la gestion de patrimoine, c'est la transmission. Les fortunes veulent, et tout le monde en réalité, veut pouvoir transmettre à ses enfants, à ses héritiers, euh, et même sur plusieurs générations, c'est possible. Et aujourd'hui, les outils de la finance traditionnelle ne le permettent que très peu, ou en tout cas euh, avec beaucoup trop de pertes. Alors que Bitcoin, en fait, ça va être l'actif que vous allez pouvoir céder et transmettre
d'une en dehors du système, hein. Ça, c'est quand même un point clé, surtout dans un contexte géopolitique toujours plus tendu, que d'avoir un actif qui est à l'extérieur du système. Et donc, en ce sens, pour moi, c'est bien évidemment Bitcoin qui est l'actif majeur de la gestion de fortune. Maintenant, peut-être que ce sera un bon moment pour que je clarifie un petit peu mon positionnement qui a changé ces derniers mois. C'est vrai que il y a quelques mois, tu pouvais voir sur mon LinkedIn notamment que je m'intéressais que à la gestion de fortune et au family office. J'ai changé mon angle, c'est-à-dire que j'ai toujours cette partie, on va dire B2B, où je vais être formateur des gestionnaires de fortune, des professionnels de la finance, donc tous les métiers de la finance, c'est-à-dire les notaires, les avocats, les CGP, les family office, les banques privées notamment. Donc, d'agir un peu comme un éducateur pour eux et pour leurs clients. Parce que je trouve que Bitcoin est absolument fondamental. Maintenant, le cadre réglementaire actuel, qu'il soit en France ou en Suisse, ne permet pas à quelqu'un comme moi d'éduquer correctement sur Bitcoin en self-custody. C'est-à-dire que si j'avais voulu utiliser correctement tous mes diplômes de gestionnaire de fortune, de conseiller financier AMF, etc., même avec tout ça, je n'aurais pas été en mesure de promouvoir Bitcoin en self-custody. Tout est fait pour que aujourd'hui, les seules personnes qui peuvent promouvoir du conseil financier crypto, ce sont des grandes institutions, ce sont des grandes banques. En plus de ça, elles vont le faire, mais sans respecter l'ethos, sans respecter la philosophie de Bitcoin, parce que ce ne sera jamais du Bitcoin pur en self-custody, ce sera toujours au travers de différents produits, comme des ETF. D'accord. Donc, malgré les plus de 15 000 euros que j'ai mis dans mes formations et dans mes diplômes, j'ai décidé de faire un choix moral et éthique de refuser cette partie gestionnaire de fortune traditionnelle et conseiller financier pour ne faire que de la formation et de l'éducation Bitcoin pour pouvoir offrir vraiment Bitcoin avec la philosophie Bitcoin. En attendant, bien évidemment, que la réglementation, dans quelques années, permette à des individus comme moi de pouvoir faire ça dans les règles de l'art et dans le conseil financier. Et là, du coup, je pourrais faire de la gestion de fortune réellement. D'accord. Et du coup, là, c'est par rapport à... C'est MiCA, en fait, qui impose, en fait, ça, ou c'est une autre réglementation au niveau plus AMF ou Figma, par exemple? Alors, pour la France, effectivement, enfin, pour la France et l'Europe, c'est MiCA qui est venu détruire en fait toutes les incitations pour les conseillers financiers de pouvoir conseiller sur la crypto. Et pour la Suisse, c'est la FINMA, donc les autorités de régulation financière suisses, mais qui en fait s'alignent ou vont s'aligner sur MiCA. Finalement, ils n'auront pas vraiment beaucoup de choix ou de flexibilité pour être vraiment en décalage avec MiCA. Donc, on peut considérer, oui, que c'est MiCA qui vient mettre toutes ces régulations-là. En fait, pour moi, c'est beaucoup plus vicieux que ce que les gens peuvent penser. C'est la cornérisation de la crypto et du conseil financier crypto. C'est-à-dire Ok. que les banques et les institutions financières, comme elles l'ont toujours fait, par l'utilisation de la régulation, se permettent de venir récupérer le marché de la crypto. Et donc, elles le font comme ça, c'est-à-dire beaucoup plus de régulation pour qu'elles soient les seules à pouvoir permettre de créer des produits autour de la crypto et du conseil sur la crypto. Donc, on est à l'inverse de la philosophie Bitcoin, bien évidemment. Ah, c'est clair. Et puis, on le voit aussi, en tout cas en France, on a une espèce d'épidémie des banques qui critiquaient notamment Bitcoin, dont une qui avait même prédit qu'elle allait aller à zéro cette année, en avril 2025, qui Ok. commence à avoir des agréments PSAN et qui
propose l'achat et la vente de crypto. Pourtant, même rien qu'en janvier de cette année, certaines produisaient des rapports qui disaient que Bitcoin, ça pollue, il ne faut pas s'y intéresser, etc., etc. Donc, je rejoins ton analyse sur le fait qu'elles sont en train de faire une OPA hostile, en fait, sur sur le secteur de Absolument. crypto pour virer on va dire les petits acteurs historiques qui étaient là au début et qui comprennent bien la philosophie de ce secteur. Absolument. Et puis tu vois en fait ce que je disais au tout début du podcast, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un alignement des intérêts entre les créateurs de produits et le client final. C'est-à-dire que pendant des années, les banques n'avaient pas de produits crypto, Ouais. donc ils n'avaient pas d'intérêt financier à aller proposer de la crypto et conseiller sur la crypto à leurs clients. Ils ont attendu d'avoir la création des ETF et la création des outils technologiques possibles en interne pour pouvoir proposer de la crypto et prendre énormément de frais pour eux, pour commencer à dire ah bah vous voyez maintenant en fait Bitcoin c'est bien, venez les acheter avec nos produits. Donc c'est C'est vraiment ça, clair. hein, c'est les alignements d'intérêts dans la gestion de fortune et ouais, c'est décevant. C'est Mais clair. je suis pas surpris, déçu mais pas surpris. Bah, c'est pas surprenant, d'autant plus que c'était les cryptos, enfin notamment Bitcoin, c'est un concurrent terrible en fait pour eux, que ce soit d'un point de vue des frais de transaction, que la souveraineté en fait que ça peut donner, parce que du coup quelqu'un moi je prends le cas toujours des entreprises, une entreprise qui veut transférer des fonds ou voilà, commercer tout simplement, peut, avec Bitcoin, se passer de sa banque. Donc, voilà, Ouais, bien sûr qu'un concurrent comme ça, c'est difficile de le laisser se développer comme il veut, quoi. C'est ok. pas étonnant. Donc toi, c'est un des aspects que tu vois avec tes clients, notamment entreprises, c'est Ouais. cet aspect réduction des frais. Et juste pour donner un peu une image, enfin, juste pour avoir une idée, est-ce que c'est une différence énorme entre passer par la banque ou par Bitcoin? Alors, c'est une différence qui est colossale, Ok, notamment, en plus à 2 niveaux. Si, par exemple, on est une entreprise qui, a un panier moyen qui est élevé, donc par exemple une entreprise qui vend des voitures ou des des biens et services, dont les prix, sont assez chers, passer par la Layer 1 Bitcoin, donc la chaîne native, eh bien, ça coûte moins cher parce qu'il y a des transferts qui peuvent se faire à des coûts qui sont dérisoires. Je ne sais pas si tu avais suivi l'histoire des 80 000 bitcoins, mais quand la personne a transféré d'un wallet A à un wallet B, on avait presque 8 milliards de dollars pour 500 dollars de frais. Donc ça n'existe pas dans le secteur bancaire. Et dernièrement aussi, il y a quelqu'un qui avait transféré, je crois, 14 000 bitcoins et qui l'a fait pour à peine 1000 dollars. Donc, ce genre de choses, ça n'existe pas dans le domaine bancaire. Et puis déjà, pour transférer autant d'argent, il faut appeler ta banque. Enfin, ça mmh, devient quelque chose de compliqué. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, Bitcoin est imbattable. Maintenant, pour les microtransactions, il y a Lightning Network. Donc, là-dessus encore, tu peux même te retrouver avec des transactions qui sont quasiment gratuites, dépendant de l'heure à laquelle en fait tu, euh, tu achètes ou tu vends. mmh, Donc, avec ces technologies-là, et les microtransactions, c'est une plaie en fait pour les commerçants, parce que des fois, il y a des commerçants qui te disent, moi, j'accepte pas la carte bleue à partir d'un tel montant. ouais, La 10 raison est simple, euros. voilà, c'est simple, c'est parce que derrière, il y a des frais fixes. Donc, tu vends quelque chose, en fait, je sais pas, pour 1 euro, tu as déjà 20 centimes de frais, Ouais, c'est trop. Donc, tu veux forcément attendre, en fait, d'avoir un certain montant avant d'utiliser la carte bleue. Donc, pour les commerçants, on va dire, c'est un élément qui peut avoir un gros impact directement sur leur marge, le fait qu'on passe par Bitcoin. En tout ok. cas, avec Lightning, quand on est un petit commerçant. Après, faut pas se mentir, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, Bitcoin, de plus en plus, devient un actif sur lequel on investit pour le long terme, que les gens gardent pour combattre l'inflation. Donc, sa circulation, en fait, comme monnaie,
est assez difficile et c'est pas, enfin les bitcoiners dépensent pas leur bitcoin pour acheter du pain, quoi. Même s'il y avait, même si, alors, hypothèse extrême, mais demain, tous les commerçants ont la possibilité, je sais pas, ils ont suivi Bitcoin Pay ou je ne sais quoi, ils ont la possibilité de recevoir du Bitcoin. Est-ce que tu penses que ça resterait comme ça ou les Bitcoiners ne dépenseraient pas, ou les gens Je n'achèteraient pas pense du Bitcoin pour dépenser? un peu moins parce que déjà, faut savoir qu'il y a des gens qui, pour eux, Bitcoin, enfin moi j'ai le cas, enfin de quelqu'un que je connais, bah, qui a acheté du Bitcoin à 17 000. Mhm, Quand c'est arrivé à 70 000, 70, 75 000, il me dit, bah, moi, j'ai besoin de refaire. Il avait des travaux à faire chez lui et il mhm, s'est dit, bah, je vais utiliser en fait cet argent, mais ça m'embête de devoir le vendre, le faire repasser en fait par ma banque, avoir mille et une questions et mhm, ensuite payer bah, la personne qui va faire les travaux chez moi. Donc, ça fait circuler en fait l'argent parce qu'au final, bah, il a cash out. Lui, mhm, bah, il s'est dit c'était assez inespéré, donc la flat tax, ok, mais je la prends quand même. Mais j'en mhm, ai besoin pour effectuer des achats. Et puis comme j'ai fait une grosse plus-value, bah, je mhm. veux bien en fait les vendre pour effectuer mes achats. Ouais. Imagine une personne comme ça qui avait eu directement bah, en face, je ne sais pas si c'est le plombier ou en tout cas la société de maçonnerie qui lui dit bah, moi j'accepte tes bitcoins, ça lui aurait simplifié la vie. Ah, Parce que mais là, voilà, la banque va te demander oui, mais cet argent vient d'où, etc. Pourtant, quand il sortait du compte, on lui a rien demandé. Mais ouais. là, en fait, quand il ramène en fait de l'argent qui assez élevé par rapport à ce qu'il gagnait avant, enfin par rapport à ses revenus en fait habituels. Donc il y a plein de questions qui arrivent. Donc pourtant tout est légal, hein, il est passé par Binance et tout, donc c'est pas un truc qu'il a fait on-chain ou quoi que ce soit. Donc il y a eu du KYC dans tous les sens. Mais dépenser ses bitcoins, c'est compliqué. Voilà, Ouais. donc voilà, c'est sûr que s'il y a des commerçants qui acceptent, ils verront pas, je pense, forcément une horde de bitcoiners qui vont débarquer, mais de temps en temps, ils auront des gens qui se disent bah, c'est plus simple de passer comme ça plutôt que de passer par la banque en vendant mes bitcoins. Ok, Voilà. parfait. Merci. Donc voilà ce que je constate un peu. Ok. Il y a d'autres questions qui viennent. Donc là, on a parlé des bons côtés. Quels sont les warnings que tu verrais? C'est vrai que là, on voit les institutions en fait qui vont. Mhm. Donc on a l'impression que la vie est en rose, Ok. mais moi je sais pas, je me dis qu'est-ce qui pourrait nous arriver de terrible? Il y a beaucoup de bonnes nouvelles autour de Bitcoin, on va dire bonnes nouvelles, donc les institutions qui s'y mettent, etc. Ouais. Quels seraient les dangers que tu verrais, en tout cas à court terme, sur Bitcoin? Bah, en fait, le plus gros danger, il est caché et dissimulé dans ce qu'on appelle une bonne nouvelle. C'est-à-dire que quand tu fais référence aux institutions qui rentrent sur Bitcoin, bien évidemment pour le portefeuille Bitcoin des Bitcoiners, ils auraient tendance à se dire, OK, c'est cool, le prix de Bitcoin va monter. Mais en réalité, c'est pour moi le plus gros danger de Bitcoin, ce serait une centralisation de Bitcoin, c'est-à-dire des acteurs qui deviennent trop gros et trop importants, que ce soit sur les aspects réglementaires, que ce soit sur les aspects de minage de Bitcoin, donc les entreprises de mining euh, qui, au travers des pools, parviendraient à se réunir et avoir des positions et des moyens de, de, de vote ou de changement de prise de décision sur Bitcoin. Ça, ce serait le plus gros risque que je vois. C'est-à-dire que Bitcoin, la philosophie de Bitcoin et Bitcoin survit seulement si ça reste décentralisé au maximum et en self-custody. Donc là, ce qu'on voit, c'est absolument l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas de la self-custody, ça va être des produits comme des ETF ou des entreprises comme Coinbase se retrouvent avec des montants qui sont stratosphériques. Donc, ça devient un pot de miel pour les hackers notamment. Et donc, en fait, une faillite de ces institutions-là, elle deviendrait très néfaste, en tout cas au moins à court terme.
Et ensuite, comme j'ai dit, la centralisation des entreprises de minage qui pourrait être un gros problème. Ça, c'est ce que je vois moi en tout cas. Ouais, je partage 100% ton analyse. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une centralisation. Enfin, en tout cas, on commence à voir qu'il y a des gros acteurs qui qui concentrent la supply. Et puis en plus, en tâche de fond, on voit aussi, pour revenir sur l'histoire des 80 000 bitcoins, des gros portefeuilles, des anciens portefeuilles qui étaient un peu le rempart en fait de ça, qui commence aussi à vendre. Donc pour moi, c'est comme s'il y avait un transfert on va dire, des OGs vers les institutions. Donc, comme si on était en train de donner les bitcoins aux institutions. Donc, effectivement, elles ont un pouvoir. C'est vrai que souvent, on entend des bitcoiners dire, mais même si quelqu'un a 100% de la supply, il n'a pas, il n'a pas, c'est pas lui qui a le hash rate, donc il dirige pas le réseau. Mais en vrai, je ne pense pas que BlackRock et MicroStrategy se tiennent très loin des sociétés de minage. Ils mettent tellement d'argent dedans qu'à mon avis, ils sont sur le dos des mineurs. Donc, à un moment donné, en fait, si tu diriges le prix de Bitcoin, tu peux aussi contrôler d'une certaine façon le hash rate. Donc, En fait, c'est plus le niveau d'influence devient un peu trop important sur certains acteurs. Et donc ça, c'est un super point. Moi, en fait, quand j'ai découvert Bitcoin, c'était fin 2022, donc c'était il n'y a vraiment pas longtemps, c'est assez récent. Mais quand j'ai découvert Bitcoin, il y avait plus de 60% des Bitcoins qui étaient détenus par des individus. Donc voilà, l'éthos, on va dire, de Bitcoin était assez respecté parce que voilà, il y avait une grosse partie qui était détenue par les individus, une bonne partie qui était perdue, de Bitcoins qui sont perdus, de portefeuilles qui ont vraiment plus bougé et qu'on estime perdus. Et on a toujours des bitcoins qui sont perdus constamment. Et aujourd'hui, je pense que si on revoyait ces chiffres-là, je ne pense pas qu'on serait à plus de 60% détenus par des individus. Ouais. Depuis la création de l'ETF en janvier 2024, ils s'achètent à coups de milliards. C'est stratosphérique les montants. Ouais. Et toi, tu dois être familière avec toute cette nouvelle stratégie financière d'accumulation de Bitcoin par les entreprises. Ouais, les Bitcoin Treasury Companies. Exactement. Et ça, c'est impressionnant, cette prise de conscience qui a été faite par les entrepreneurs CEO de ces entreprises-là, parce que c'est un retournement et une révolution dans le monde de la finance, en fait. C'est du jamais vu. Et là, il y a des institutions comme 21 Capital, je crois que c'est, par Jack Mallers. C'est des institutions qui, rien qu'au lancement, elle va devenir la 3e plus grosse détentrice de Bitcoin. Ouais. Au lancement. Donc, en fait, c'est dès le début. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent, OK, c'est graduel. C'est-à-dire que voilà, il y a des entreprises qui achètent un peu de Bitcoin tous les mois, etc. Et ils font leur petit tas de Bitcoin. Mais en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il y a aussi des entreprises qui vont arriver et qui vont se structurer de manière que lorsqu'ils vont arriver, ça va être direct des sommes qu'on n'a jamais vues, quoi. C'est SoftBank avec Tether et Jack Mallers. Ouais. C'est des milliers de milliards d'un coup qui arrivent et qui achètent du Bitcoin. Donc, ouais, ça, c'est assez flippant. Après, ce qu'il y a aussi d'un peu flippant, ça va être parce que ça, au final, c'est vraiment que l'aspect prix de Bitcoin, donc on s'en fout un peu, c'est ce qui a le moins d'importance, mais ça va être sur les nouvelles implémentations des développeurs Bitcoin Core, où là, pareil, en fait, il y a des développeurs Bitcoin qui deviennent plus ou moins influencés par ce qui se passe, et donc ils vont mettre des implémentations pour essayer d'élargir la taille des blocs, essayer de mettre plus de data dans les transactions. Enfin, et du coup, on revient un peu à ce qui s'est passé en 2017, même si moi, j'y étais pas, mais j'ai lu sur le sujet, où en fait, les règles qui étaient censées être inchangées et inchangeables sur Bitcoin, eh ben, elles commencent petit à petit à se renégocier. Donc, ce serait ça un des risques, je pense.
T'en penses quoi? Bah, je me fais en tout cas, j'avais à peu près la même idée sur le fait qu'aujourd'hui, ces Bitcoin Treasury Company, surtout qu'il y en a de deux types. Il y a celles en fait qui font du levier pour acheter du Bitcoin et qui en réalité sont des compagnies qui n'ont aucun qui sont des compagnies zombies, en fait, on dit ça parce qu'elles n'ont pas de chiffre d'affaires, elles étaient en train de mourir et elles ont surfé sur la vague de j'achète du Bitcoin, mon cours en bourse se réévalue. Donc au final, ça devient des enveloppes vides dont l'objectif est uniquement d'acheter du Bitcoin. Et elles font du levier, en fait, pour ça. Ouais. Et il y a celles, en fait, qui investissent de l'excédent de trésorerie. Donc on est une compagnie, on a un business plan, on va dire un business model normal qui n'a rien à voir avec Bitcoin, en tout cas pour certaines, et qui achètent du Bitcoin. Dernièrement, en fait, il y en a une que je trouvais très intéressante, qui est une entreprise d'immobilier au Mexique, qui se dit, bah, ils vont se désinvestir un peu dans l'immobilier pour aller sur du Bitcoin. Donc moi, je trouve ça sensé comme façon de faire, de se dire, bah, on est focus en fait sur un seul actif. Il y en a un autre qui performe. L'immobilier a été pendant des années l'actif qui captait le plus la liquidité en fait en circulation. Bitcoin le fait bien aussi, donc on va aller dessus. Mais par contre, les entreprises qui font du levier, moi je pense que c'est elles qui risquent de nous emmener en bear market. Parce que quand ça va commencer à liquider en fait dans tous les sens, et puis les institutions, elles, ils ont le même panic sell en fait, voire plus que les particuliers, parce que eux, c'est gestion de risque. Et donc, si ça commence à déconner, il y a une récession qui pointe le bout de son nez ou quoi que ce soit, on risque d'avoir beaucoup de ventes. Donc, ça peut, à court terme, je pense, avoir un impact négatif sur le prix de Bitcoin. Après, l'adoption par les institutions, je me dis, d'un côté, on en a besoin quelque part, parce que pour donner une légitimité aussi à l'actif, et que forcément, si on veut aller dans un monde où il y a le plus de personnes qui adoptent Bitcoin et que Bitcoin est vu comme quelque chose de safe où les gens peuvent aller, euh, les humains sont comme ça. À un moment donné, il va falloir une phase où les entités auxquelles ils ont confiance s'y mettent aussi. Donc, sinon, il y a des gens qui n'iront jamais si c'est pas leur banque qui les appelle pour leur dire bah, viens acheter un ETF Bitcoin. Donc ça fait déjà un premier point d'entrée. Et maintenant, après, ça sera vraiment aux Bitcoiners de se dire bah, maintenant que tu as un ETF Bitcoin, maintenant que tu es dans Bitcoin, est-ce que tu n'as pas envie de comprendre un peu plus ce que c'est? Et au fur et à mesure, peut-être se dire bah, je vais partir de l'ETF pour aller vraiment sur l'intérêt de Bitcoin. Donc je pense que euh, dans la communauté, faudra faire preuve de réalisme et se dire, bah, les institutions sont là, mais elles ne vont pas hésiter à nous dump sur la tête, comme on dit. Et voilà, ça risque de faire mal, mais la tendance de fond, il y aura une tendance de fond qui aura été amorcée, c'est qu'on a vu que les institutions aussi peuvent s'y mettre. Donc, il faudra surfer là-dessus pour aller vraiment apprendre aux gens ce que c'est que Bitcoin. Alors, il y a plein de points sur lesquels j'ai envie de rebondir. Le premier, c'est le dernier que tu étais en train de dire. Moi, je ne suis pas d'accord avec cet esprit de les gens vont rentrer avec l'ETF et donc, du coup, après, ce sera un peu facile de leur parler de Bitcoin, etc. Moi, je vois vraiment la chose de manière bottom-up, c'est-à-dire qu'on va directement, nous, les Bitcoiners, aller éduquer sur vraiment les débutants, les gens qui font leur premier pas dans la crypto avec Bitcoin. Donc moi, c'est vraiment la stratégie que je mets en place. C'est-à-dire que tous les mois, on a un événement à Genève où les débutants peuvent venir s'éduquer sur la crypto. Donc, ils arrivent et directement la porte d'entrée, c'est Bitcoin. Et comme ça, en fait, c'est le raccourci ultime. Plutôt que de se dire, il faut attendre que les institutions, elles parlent de Bitcoin, qu'elles achètent de l'ETF, etc. Parce que je suis même pas sûr, en fait, que ceux qui vont détenir du Bitcoin indirect par les ETF ou par les entreprises, parce que leur banquier leur fera investir dans du Bitcoin de manière indirecte, c'est pas ça, je pense, qui va les faire aller vers Bitcoin en self-custody.
En tout cas, ce n'est pas ce que je vois sur le terrain. Donc, il y avait ce point-là. Et ensuite, ce que tu as dit sur les entreprises qui achètent du Bitcoin, entre guillemets, les entreprises zombies et les entreprises qui ont une activité, en fait, le parallèle que je vois, c'est avec la gestion de patrimoine traditionnelle. C'est-à-dire que dans la gestion de fortune, au début, Bitcoin est perçu comme, quand il est présenté pour la gestion de fortune, comme un petit diversificateur. C'est-à-dire qu'on va, les CGP vont inviter leurs clients à allouer entre 0 et 5% de leur portefeuille en Bitcoin. C'est-à-dire qu'il est perçu vraiment pour diversifier le patrimoine. Et en fait, ils vont se rendre compte que la performance en fait, de Bitcoin, elle est tellement importante qu'elle va à terme driver la majorité de la performance globale du portefeuille. Donc, ils vont commencer avec 5%, mais ils vont augmenter. Ils vont mettre 10% l'année d'après ou dans 2 ans. Ils vont mettre 20%, ils vont mettre 30%. Et en fait, au fur et à mesure, ça ne fait plus sens que d'avoir une petite allocation en Bitcoin et d'avoir juste Bitcoin comme un diversifiant. Parce qu'il faut vraiment se dire, vous avez le choix entre quelque chose qui perd énormément de sa valeur chaque année, donc les actifs traditionnels ou juste garder son argent sur des comptes bancaires. Ça, c'est vraiment la compréhension et le ressenti de l'inflation. Et un actif qui est là et qui performe à 70-100% par an en moyenne. Forcément, en fait, la transition, elle va se faire. Et ce qui se passe avec les entreprises, c'est que cette prise de conscience, elle est juste beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que tu as énoncé les entreprises qui vont juste mettre un petit excédent de trésorerie au début. Et au fur et à mesure, vont se rendre compte que cet excédent de trésorerie, bon, en fait, il performe tellement bien qu'il va falloir allouer plus, etc., jusqu'à se défaire de quasiment tout le reste des actifs financiers qui composaient la trésorerie de l'entreprise, jusqu'à arriver à un moment où, ah ben, en fait, notre activité principale qui performe à 0, 1, 2, 3% par an, parfois même négatif en termes réels, et ben en fait, ça fait plus sens de mettre notre énergie là-dessus. On a plutôt intérêt à aller faire du levier et aller accumuler plus de Bitcoin. Et même en termes de création de valeur pour les actionnaires, en fait, on va créer plus de valeur pour l'actionnaire si on fait cette stratégie de Bitcoin, même avec du levier, même en vendant des actions, on enrichit l'actionnaire, ce qui est en fait la révolution ultime de cette nouvelle stratégie Bitcoin pour les entreprises, c'est que normalement, dans la finance traditionnelle, le fait de vendre des actions, ça diluait en fait l'actionnaire. C'est-à-dire que quand une entreprise vendait des actions, normalement, en tant qu'actionnaire, tu te retrouves avec des actions qui valent moins ou qui sont coupées. Et bien là, avec Bitcoin, c'est la nouveauté, c'est que en vendant des actions, je peux acheter plus de Bitcoin, donc j'enrichis mes actionnaires préexistants. Et ça, c'est vraiment c'est un changement de paradigme, encore une fois, qui est total. Et ensuite, sur cette idée des entreprises zombies, moi, je ne les appellerai pas entreprises zombies, parce qu'au final, elles surperforment les vraies entreprises zombies qui ont des activités qui ne performent plus. Et je ne suis pas sûr de ce risque de margin call en cascade qui ferait chuter le prix. J'en sais rien. J'ai des amis comme Théo Mogenet, peut-être que tu connais, Oui. qui sont absolument contre ces entreprises-là parce que, selon lui, tout ce qui nécessite du levier finit par se casser la gueule à un moment donné. C'est potentiellement vrai. Mais quand on regarde les stratégies qu'ils mettent en place, notamment Michael Saylor, avec son entreprise stratégie, les margin call, ils sont à plus de... Il faudrait que le Bitcoin chute à plus de 95% pour qu'il y ait une liquidation. Donc, on est quand même sur une marge de risque qui est quand même assez énorme. Donc, je ne suis pas assez technique pour savoir exactement comment ça fonctionnerait. En tout cas,
moi, je partage l'avis de Théo. J'ai pas discuté de ça avec lui, mais en tout cas, pour moi, le levier, c'est très radioactif. Ok. Et je préfère en tout cas quelque chose qui avance lentement. Après, moi, je différencie quand même ce que Sailor fait de ce que d'autres compagnies en fait qui le suivent en fait font. Parce Ok. que stratégie, on peut pas définir stratégie comme une entreprise zombie tout à fait parce qu'il y a une activité et puis on va dire il a, j'ai l'impression, pareil, je suis pas assez technique pour en juger, je ne serais pas du tout pertinente, mais j'ai l'impression que son sujet, il l'a bien réfléchi et aussi que la liquidité qu'il a dans stratégie à la base pourrait permettre de faire tampon au cas où, en fait, on a un gros Black Swan qui arrive. Pense pas, je pense pas. Au début, oui, mais là, je crois qu'aujourd'hui, il a racheté, il a relevé pour 4 milliards. En fait, là, ses positions, elle est tellement stratosphérique par rapport à la taille de base de son activité que non, je pense que là, il y a plus de tampon là. Il a passé l'autre cap. Il est passé à l'autre cap. Là, c'est, il y a il y a un principe que j'adore en économie et en philosophie, c'est le skin in the game. Donc, Ouais. vraiment avoir un peu sa peau dans le jeu. Là, le gars, il a tout son corps dedans. Quoi. Ah, lui, C'est c'est bone in the game. il y a une vraiment l'âme dans le jeu, quoi, carrément. Euh, non, je pense on a largement passé ce levier-là. C'est que si Bitcoin meurt, si Bitcoin disparaît, il disparaît. Ça, c'est Ouais, indéniable. Il y a plus de protection. il a fait comme, je sais pas si tu connais le manga Full Metal Alchemist. Non, C'est c'est un quoi la vie? manga, en fait, c'est tu peux utiliser la pierre philosophale en fait pour connecter ton âme en fait à un objet. Donc Wow. Ah, il est connecté à Bitcoin. Là, il parle. Ah, il est dedans. il est dedans. Mais en tout cas, enfin, je me dis, il y a tellement d'entreprises qui copient cette stratégie et des entreprises où tu vois le cours en bourse qui était encéphalogramme plat qui sont rentrés là-dedans et puis d'un coup qui ont vu qui ont fait des fois 3 fois 4 en fait Ah, en quelques jours. beaucoup plus. J'ai Voilà. rencontré, j'ai rencontré le CEO de Metaplanet à Zurich il y a quelques semaines, où il était invité dans une banque privée qui m'avait également invité. Et son entreprise Metaplanet, donc c'était de base une entreprise d'immobilier au Japon, et ils ont souffert énormément de la crise du Covid, donc à deux doigts de faire faillite. Et en fait, lui, il était déjà bitcoiner depuis 2014-2015. Et donc, tout simplement, il a dit, bah, là, en fait, on n'a vraiment plus le choix. C'est soit on meurt, soit on refait toute une stratégie autour de l'entreprise en Bitcoin. Donc, ils ont vendu tout leur immobilier, ils ont vendu tous leurs actifs et ils sont partis sur une stratégie Bitcoin. Et c'est en 2024 l'entreprise la plus performante au monde à plus de 3000%. Et en fait, c'est du jamais vu. En fait, les gens ne comprennent pas à quel point là, le changement de paradigme, il était déjà énorme avec Bitcoin, mais avec les entreprises Bitcoin, c'est encore pire. Parce qu'il y a du levier, comme tu as dit. Ouais, c'est ça. Après, est-ce que ça va pas pareil, moi, j'étais pas très active en fait sur les cycles d'avant, mais en me documentant, je vois qu'il y a toujours eu des hypes qui arrivent et un effet de mode où tout le monde veut suivre une certaine tendance et au final, on va dire ça meurt après. Donc, est-ce que justement le risque, c'est pas qu'il y ait trop de compagnies qui se disent bah, on va faire la même chose, donc on court tous après Bitcoin et puis ça crée une bulle qui décorrèle en fait l'évolution de Bitcoin de son utilisation, l'évolution du cours de son utilisation. Donc, quelque part, le fait que ça devienne un réseau qui est utilisé, donc la valeur grandit, mais du fait que tout le monde, en fait, court pour en acheter, notamment des entreprises qui le voient un peu comme leur bouée de sauvetage et que après, justement, ça nous emmène vers un éclatement, en fait, de cette bulle. Alors, je suis
En fait, faut déjà qu'on arrive à déterminer Bitcoin en lui-même. C'est-à-dire que si Bitcoin, il a été créé comme quelque chose qui est apolitique, et ben forcément, en fait, s'il a de la valeur, il va attirer tout le monde. Parce que tout le monde cherche à protéger sa richesse. C'est-à-dire que si c'est vraiment l'actif ultime, euh, le meilleur actif financier qui a jamais été créé, bah forcément, une entreprise va également essayer de protéger sa trésorerie et son entreprise et la valeur de son entreprise avec cet actif-là. Il n'est pas utilisé par le bitcoiner qui pensait que Bitcoin serait que monnaie, mais par contre, il est utilisé par les entreprises. Donc pour moi, c'est pas une fausse adoption, c'est juste une adoption qui ne respecte pas la philosophie de Satoshi Nakamoto, l'inventeur du Bitcoin, qui le percevait comme monnaie seulement, mais comme quelqu'un comme Alfiné qui disait que ce sera utilisé comme l'actif préférentiel en fait. C'est vrai que dès le début de Bitcoin, il y a eu cette, entre guillemets, opposition, parce qu'effectivement, Alfinet disait plutôt que ça va être une monnaie utilisée par les institutions, donc pour les grands échanges internationaux, et plutôt une réserve comme l'or, là où Satoshi, pour lui en tout cas, c'était une façon d'échanger de la valeur contre de la valeur, quoi, tout simplement Et, et, et par tout le monde. absolument, et je pense même que, et je l'espère en tout cas, qu'on va se retrouver dans un mix en fait des deux à terme. C'est-à-dire que les entreprises qui vont l'utiliser pour réserve de valeur vont se rendre compte, avec des personnes comme toi notamment, que c'est pas que l'actif, mais c'est aussi le meilleur moyen d'échanger de la valeur. Donc même elle, en tant qu'entreprise, de transacter en Bitcoin et d'utiliser le protocole Bitcoin parce qu'il est juste plus performant que tout le reste. Aujourd'hui, les systèmes de paiement traditionnels, en fait, ils sont même pas cohérents à l'heure de l'Internet. C'est-à-dire que les systèmes comme ils existent, dans 30 ou 50 ans, on ne pourra pas les utiliser. J'ai vu Nicolas Cantou sur ma chaîne et il est venu également à notre événement à Genève. En fait, Bitcoin, il n'y aura même plus le choix en tant que protocole pour transacter, pour transférer de la valeur. Ce sera la meilleure chose à faire. Donc, je pense que l'adoption va se faire jusqu'à arriver à un moment où Bitcoin est un actif, mais c'est aussi monnaie et c'est aussi protocole de paiement. En tout cas, ça en prend le chemin. Donc, il y a tout le monde qui. Enfin, moi, j'ai l'impression, après, j'ai l'impression que quand on est un peu dans le, dans le microcosme Bitcoin, on a l'impression que vraiment, il y a tout le monde qui comprend, etc. Mais des fois, quand tu sors et que tu parles à des gens et que tu dis Bitcoin, il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a dit ça existe encore. Je pensais que La réalité du monde. voilà, là, franchement, j'ai eu mal. Hein. C'était en plus un restaurateur. Je lui ai dit, mais vous acceptez pas les bitcoins dans votre restaurant? Il m'a dit, ah, ça existe encore ce truc. Comment ça? Ouais. Donc, ouais, souvent, on a l'impression que l'adoption de masse, c'est pour demain, mais il y a encore, il y a encore de la marge. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que il y a quand même une, en tout cas, des gens essaient de le capturer, en tout cas. Donc, Ouais. cette tendance, en fait, de capture, moi, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus forte que la tendance à l'utiliser comme vraiment un rail pour le, pour le paiement. Ah, bien sûr. Mais ça va Et être le cas pour les prochaines années. ouais, ouais. Et puis avec les stablecoins qui, je pense, viennent aussi brouiller le message. Parce que quand tu expliques à une entreprise que Bitcoin, c'est très bien pour faire de l'instantané, pour envoyer de façon mondiale de la valeur sans passer par les banques, bah, les stablecoins, en fait, aujourd'hui, en façade, font exactement la même chose. Donc, moi, j'ai des clients qui me disent, bah, moi, je préfère utiliser les stablecoins. En tout cas, si j'ai du Bitcoin, je ne vais pas l'utiliser pour payer en fait des gens. Mais les stablecoins, je suis partant pour l'utiliser. Et puis surtout, mes fournisseurs en face, ils ne me demandent pas du Bitcoin, mais de l'USDT ou de l'USDC. Ouais. Non, mais clairement. Et en fait, ça me fait penser à quelque chose, c'est que
c'est comme si Bitcoin était là où il y a toute la valeur et tout ce qu'il y a autour et toutes les entreprises qu'il y a autour vont essayer de bénéficier et de profiter un maximum de leurs connaissances et donc du coup de l'asymétrie d'information qu'il y a avec le reste du monde pour se positionner entre le monde et la valeur de Bitcoin. Donc, Ouais. le meilleur exemple de ça, c'est l'USDT qui est maintenant disponible sur le protocole Bitcoin. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment c'est l'image de ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire une entreprise qui a très bien compris Bitcoin, mais qui va essayer de récolter un maximum de frais pour se mettre entre le monde et Bitcoin. Donc, Ça... l'effet, c'est entre guillemets l'effet néfaste et négatif, mais en même temps, pour ceux qui ont fait ce sacrifice de prendre du temps et de l'attention à s'éduquer sur Bitcoin, bah en fait, c'est aussi pour ça qu'ils vont s'enrichir énormément sur les prochaines années. Je dis souvent qu'on est dans la ruée vers l'or de Bitcoin, de 2024 à 2034. On a 10 ans, quoi. Je veux dire, les gens qui, je sais pas s'il y en a qui sont à leur début de leur aventure et qui écoutent le podcast, vous avez 10 ans, quoi. C'est l'opportunité d'une vie, en fait, vraiment. Et ça fait partie, en fait, c'est la face cachée de justement, de cette asymétrie d'information aussi. Donc, on se plaint, mais en même temps, c'est une façon d'enrichissement, quoi. Bah, après, enfin, je veux pas être mauvaise langue, mais Mhm. souvent, il y a des personnes où quand tu leur proposes, même gratuitement, hein, de leur expliquer ce que c'est Bitcoin, enfin, Mhm. surtout quand tu le fais gratuitement, là, tu n'as aucune chance en fait d'y arriver parce qu'ils se disent que ça Ouais, n'a pas de valeur, donc ils vont pas bien sûr. t'écouter. Mhm. Mais il y a quand même un désintérêt de prendre l'information et en fait de comprendre. Ouais, Donc, à un moment donné, si tu ne t'intéresses pas en fait à l'objet, c'est difficile d'en percevoir la valeur. Et j'ai l'impression que ils sont obscurcis par le cours. Ouais, mais montre-moi comment en acheter. Je veux t'expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne, mais non, mais aide-moi à aller sur Binance parce que je veux en acheter. Tu vois, c'est ouais, c'est exactement. En fait, c'est le parcours du Bitcoiner classique, hein. ouais, Et j'ai traversé exactement les mêmes étapes. Et aujourd'hui, j'ai basé tout mon business model sur ça. mm, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, mon accompagnement, c'est le débutant qui a entendu parler de crypto, qui a entendu parler de Bitcoin, qui se dit, bon, ça fait trop longtemps que je m'y intéresse, mais que je passe pas à l'étape. Et ben avec moi, en un mois, c'est l'accompagnement que je propose, en un mois, il est autonome sur sa stratégie et il a son investissement en DCA qui est en place. mm. Parce qu'au final, en fait, c'est ce que le marché veut. Donc, c'est ce Oui, que j'ai délivré comme produit, tu vois. t'as raison, t'as raison. Comme je l'ai annoncé en plus pour moi au début du podcast, Mm, c'est un parcours qui est hyper égoïste. C'est parce que j'avais une douleur qui était suffisamment forte que j'ai fait l'effort d'aller m'éduquer. mm, Là, pour la plupart des gens, en fait, ils vont s'intéresser à Bitcoin et à toute la philosophie qu'il y a derrière, etc., qu'une fois qu'ils en auront déjà un peu. c'est vrai. Et donc, c'est comme ça. Et ensuite, j'ai bien aimé ce que tu as dit sur l'aspect gratuit, c'est-à-dire que en finance, l'information la plus importante, c'est le prix. C'est l'information la plus importante, c'est là où il y a, où tu donnes en fait un maximum d'infos sur un produit. Donc, si tu donnes gratuitement ta connaissance Bitcoin, bah, les gens ils disent ça vaut zéro parce que c'est gratuit. Si tu dis Exactement. ça vaut 1000 euros, et ben écoute, là ils vont commencer à tendre l'oreille, tu vois. C'est ça, parce qu'il y a la valeur perçue, la valeur perçue, mais je je rejoins ce que tu dis parce qu'effectivement, heu, j'ai du coup une anecdote, qui me vient en tête, c'est que, bah, une cliente, qui, me disait: «Mais moi je veux pas, enfin je j'en ai trop peur en fait de Bitcoin, enfin je veux pas du tout approcher cet objet». Mais je lui Mhm. disais: «Mais avec la solution qui te permet d'accepter les paiements en Bitcoin, derrière tu perçois en euros. Donc au Mhm. final, au pire des cas, il y a des gens qui veulent te payer en Bitcoin. C'est comme s'il y a quelqu'un qui veut te payer en ticket restaurant, tu t'en fous en fait, que ça soit un ticket restaurant
coût du Bitcoin, d'autant plus que toi, tu reçois des euros derrière, donc ça te donne juste un moyen de paiement plus flexible. Et là, elle me dit, ouais, effectivement, tu as raison, donc on va y aller, on va le faire. Et en fait, en rentrant par ce biais-là, donc on va dire sans crainte de façon indolore pour elle, c'est après qu'elle me dit, ah bah du coup je me suis intéressée à ça, je me suis abonnée à quelques pages, puis j'écoute ce que tu racontes souvent. Est-ce que tu prendrais pas une heure en fait pour m'expliquer comment en acheter? Donc Ok. Ah, finalement on est passé de ah j'ai trop peur, c'est à bah tiens faut que tu m'aides à en acheter au moins pour 20 euros histoire que je vois comment ça fait. Et puis au ouais. fur et à mesure, je lui explique aussi que en fait, si tu t'en achètes pour plus que 20 euros et que bah, tu en as plein, tu peux aussi le mettre sur une clé. Et puis comme ça, tu l'as vraiment pour toi sans passer par les banques. Et c'est là Ouais. qu'elle m'indique que effectivement, elle a eu pas mal de problèmes avec la banque suite à une histoire d'héritage, enfin pas avec les banques, mais avec un assureur. Donc les institutions financières, en fait, c'est parce qu'on ne peut pas s'en passer, mais elle n'a pas du tout confiance. Donc, et là, j'ai eu l'opportunité de lui expliquer que bah, avec Bitcoin, bah, sur ta clé, en tout cas, à moins que la police arrive chez toi, personne ne peut te le prendre et puis tu es plus autonome dessus. Donc ça peut avoir un intérêt d'avoir une partie de son argent, en tout cas, comme ça, pour diversifier. Donc, tu es un peu à la banque, un peu à gauche, à droite, un peu sous ton matelas, un peu en Bitcoin. Voilà, sans... Et puis, donc, ça me fait penser que tu as raison. En fait, chacun. Et il y a un invité dernièrement que j'ai reçu qui me disait ça, en toute humilité, que chacun rentre dans Bitcoin où il peut. Et puis Ouais, après, le reste arrive tout seul, quoi. absolument. Et puis c'est magnifique en fait parce qu'au final, c'est la meilleure adoption possible que d'offrir Bitcoin pour régler un vrai problème de la vie des gens, tu vois. Et c'est comme ça aussi que tu es allé voir cette personne et tu lui as réglé un problème et tu lui règles un deuxième problème. Et c'est comme ça, plutôt que d'arriver comme moi et certainement comme beaucoup de Bitcoiners quand ils ont commencé, à déverser plein d'informations sur tout ce qu'on a lu. Et au final, en fait, les gens, ils ont rien demandé. C'est clair. Et c'est pas du tout c'est pas du tout la bonne stratégie. La bonne approche. Mais bah, après, quand tu vois, quand tu commences à comprendre tout ça, tu as vraiment, j'imagine que tu l'as eu aussi, l'envie que tout le monde comprenne, de l'expliquer à tout le monde tout de suite, parce que tu te dis, non, mais c'est trop important, ce sujet de la monnaie, l'effet cantillon, enfin tout ça, là, il faut que tout le monde soit au courant, tu as envie de sauver le monde, quoi. Clairement, mais c'est ça qui est beau avec le parcours Bitcoin, ça donne un sens. Et moi, je dis même, j'aime bien dire que ceux qui viennent notamment à nos événements, même s'ils ne comprennent pas Bitcoin ou décident de ne pas investir dans Bitcoin, au moins ils comprennent tout le reste. C'est-à-dire que, ok, peut-être que tu n'aimes pas Bitcoin et tu ne veux pas aller dans Bitcoin, mais regarde, maintenant tu comprends ton argent, comment il fonctionne, l'inflation, comment ça fonctionne, et tu en sais plus sur le système financier traditionnel, on va dire. Et ensuite, après, c'est à toi de faire tes choix. C'est vrai que moi, personnellement, avant d'être, on va dire, deep sur Bitcoin, il y a plein de notions. Mais le pire, c'est que ces notions-là, on les perçoit dans la vie de tous les jours. Hmm. On sent qu'il y a un truc voilà, qui ne va pas, ou en tout cas, on le sent, on le ressent, mais on ne met pas le doigt dessus et puis la tête dans le guidon, donc on passe à autre chose. Mais Bitcoin oblige en fait à se poser et à y réfléchir de façon plus profonde. Et puis, je trouve que dans la communauté Bitcoin, il y a beaucoup de gens intelligents. Enfin, il y a tout, hein, il y a de tout dans la communauté. Il ne faut pas se dire que c'est une communauté parfaite, mais il y a beaucoup de gens qui sont smart et qui comprennent en profondeur les choses. Donc, et puis qui organisent des événements tels que les tiens. Donc, il y a beaucoup de connaissances qui sont disponibles dans Après, cet moi, écosystème. je suis plus extrême que toi, dans le sens où moi, les gens les plus intelligents que j'ai rencontrés dans ma vie, ce sont des bitcoiners. J'ai aucun souci à dire que le quotient intellectuel du bitcoiner est largement supérieur au quotient intellectuel moyen. Ça me dérange pas du tout de le dire. C'est ce que j'ai expérimenté. Et même dans mon business,
C'est-à-dire que les clients que j'ai, ce sont des personnes extrêmement intelligentes. Des gens qui sont absolument débutants dans la crypto et dans le bitcoin, Mmh. qui découvrent, mais dans la vie de tous les jours, ce sont des gens extrêmement intelligents. J'ai des doctorants, j'ai très peu de gens qui n'ont pas fait minimum bac plus 5, et pourtant c'est pas forcément, je dis pas sur les réseaux, attention, je ne prends que les clients bac plus 5 ou doctorants, mais c'est les gens qui viennent à moi et qui viennent à nos événements. Mmh. Euh, donc non, j'ai absolument aucun souci à le dire, et c'est pas arrogant de le dire. Bitcoin est très compliqué à appréhender dans sa globalité. C'est un puits de connaissances sans fond. Mmh. Et puis, en plus, pour comprendre Bitcoin, ben, quand on ouvre j'ai mes livres qui sont derrière la caméra, mais quand on prend le fiat standard de Saifedean Ammous, 95% du livre, c'est pas sur Bitcoin, c'est sur le reste. C'est ça. Donc en fait, du coup, ça pousse à avoir une culture générale qui est énorme et une compréhension du système. C'est pas juste de la crypto, quoi. C'est clair. Et ce qui est bien, c'est que, enfin bien ou mal, je sais pas, mais en tout cas, une fois qu'on a appris tout ça, on peut plus le désapprendre. En fait, Mmh. c'est comme les intelligences artificielles, quand tu l'as entraîné avec certaines données, c'est fini. Et donc, Tu as bah, des ça secrets, toi. Tu as des agents. Mmh. donc, bah, du coup, tu peux plus voir le monde autrement. C'est que maintenant, bah, t'as pris la pilule orange, quoi, donc c'est fini, tu es sorti de la Matrix. Ah mais clairement, et puis c'est Ouais. ce parallèle, cette comparaison avec le film Matrix, elle est parfaite, en fait. Mmh. Elle est parfaite, et c'est vraiment un éveil de conscience, une prise de conscience au monde, et c'est vraiment comme Neo qui se débranche, voilà, de la matrice et qui voit qu'il y a rien qui va, et qui essaye de réveiller tout le monde, mais les gens ne sont pas prêts à être, unplugged, à être Voilà, c'est ça. débranchés, donc Il y en a même qui veulent aller se rebrancher une fois qu'ils ont il y en a vu, qui veulent, bien sûr, les gens veulent se rebrancher, et puis, c'est pour ça que j'invite vraiment les bitcoiners ou ceux qui ont cette connaissance-là à agir avec énormément de compassion et d'amour dans ce parcours de bitcoiner, parce que, en fait, la dureté de la réalité, elle est tellement sévère à prendre dans la face, qu'il faut y aller très doucement. Je pense que toi, tu as dû vivre la même chose, mais quand on lit sur le système financier, quand on lit sur l'effet cantillon, l'inflation, la financiarisation des guerres par ce système frauduleux, tout à euh, fait. en fait, c'est la destruction de l'humanité par le système financier. Et moi, quand je lisais le fiat standard, tu vois, j'étais obligé de faire des pauses. Je vivais en colocation, mes colocs me disaient, mais Abel, ça va? J'étais complètement déprimé, tu vois. J'étais complètement déprimé. Hier, j'ai appelé un ami euh, bitcoiner, je vais pas donner son nom, mais c'est quelqu'un qui est très connu dans le domaine. Je lui ai remonté le moral parce qu'en fait, c'est tellement dur de ne pas être très négatif et d'avoir une vision du monde qui est terrible parce qu'il y a une compréhension et un éveil qui est tellement grand que c'est dur de rester positif. Et donc, Ouais. ouais, il y a quand même cet aspect où, voilà, faut être dans la compassion, il faut y aller doucement. Et moi, je rajouterais même il faut prendre soin de sa santé mentale parce que ça peut devenir anxiogène très vite parce qu'on comprend beaucoup de choses en très peu de temps au début, même si je pense qu'il faut vraiment le temps de bien digérer tout ce qu'on apprend en fait quand on rentre dans le domaine de Bitcoin. Mais à un moment donné, comme tu dis, ça peut bah, te rendre dépressif parce que tu as l'impression que tout est fait autour pour que le monde se désagrège. Et puis toutes les questions en fait convergent vers là parce que ce soit les questions d'écologie, pourquoi en fait on consomme mal, Mmh. voilà les guerres, tous ces trucs-là, tu commences à comprendre que le fond en fait il est le même et Mmh. que c'est pas prêt de s'arrêter parce que la machine comme comme dit Lynn Alden, nothing stop this train est en train de partir à tout va. Et à chaque fois que tu vois une nouvelle à la télévision, tu vois que c'est pour continuer à amorcer en fait, à alimenter en fait ce système. Donc ça peut vite devenir
Oxygène, oui. Absolument. Et puis, moi, enfin, l'exemple qui est le plus flagrant, je trouve, ces dernières semaines, c'est Donald Trump qui, qui justement est élu, qui fait toute cette propagande autour de Dodge, c'est-à-dire créer un système pour réduire les dépenses Ouais. budgétaires des États-Unis, et qui, au final, là, vient de passer 3 ou 4 amendements qui vont juste permettre aux États-Unis de dépenser encore plus. Donc, donc en fait, même les bitcoiners qui se disent libérales, qui se disent plus ou moins de droite et qui, pour beaucoup, étaient contents en fait de la prise de pouvoir de Trump, bah, en fait, c'est une claque dans la gueule qu'ils se prennent en Ah se oui, disant non, en fait, Mm. peu importe le politicien au pouvoir, peu importe droite, gauche, extrême droite, peu importe, ils sont tous dans un système qu'ils vont continuer d'entretenir. Ils vont juste essayer de sauver leur peau individuellement, mais ils sont pas là pour toi, ils sont pas là pour nous. Et bah, je pense que c'est une des réalisations que j'espère certains auront, que de se dire que finalement, la révolution, elle vient de l'individu, elle vient de nous, et que c'est nous qui avons les pleins pouvoirs pour faire bouger les choses, et de surtout pas sacraliser qui que ce soit. C'est clair. Et puis, surtout quand on voit, enfin moi j'espère que ça va aussi être une prise de conscience pour les gens parce qu'on voit que ce genre de choses, c'est souvent bipartisan. Quand il s'agit en fait de réamorcer en fait la pompe de la dette ou imprimer plus d'argent, etc., c'est bipartisan. D'un coup, il n'y a plus de gauche, de droite, il n'y a plus de ouais, mais c'est la faute de je ne sais qui. On se met tous d'accord. C'est là que tu vois qu'en réalité, la classe politique, dans le fond, c'est une caste à part. Et que, en fait, le fait de se donner des couleurs gauche-droite, c'est juste pour être sûr que on touche tout le monde. Donc, derrière, on est tous pareils et puis on sait ce qui est vraiment important en fait pour sauver notre peau quoi. Clairement. Clairement. Ce Donc sujet, il est profond. Je ne vais pas trop rebondir, sinon je pense qu'on va jamais s'arrêter. Mais je c'est pense clair. qu'on a les mêmes connaissances là-dessus et la même position. C'est clair. Yes. Bah, en tout cas, on a largement dépassé le temps. Donc, en tout cas, je suis très contente de cette interview. On a carrément digressé, mais c'était top parce que c'était finalement une discussion entre nous deux. Donc, j'adore. Magnifique. Surtout que tu m'as aussi posé des questions, donc c'est top. Ça va être un peu différent de ce que mes auditeurs, en tout cas, ont l'habitude d'entendre. Cool. Et j'espère qu'on pourra rééchanger encore longuement. Avec grand plaisir. C'était un véritable plaisir de faire ta connaissance aussi à travers de ce podcast. Hein. Moi, c'est égoïstement, on va dire, l'élément que je préfère des podcasts, c'est de pouvoir voilà, rencontrer les gens. Je trouve que c'est un cadre qui est très différent de tout ce qu'il y a dans la vie réelle, on va dire, le podcast. C'est très spécifique et tu as l'opportunité de vraiment échanger avec quelqu'un. Donc, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Et avant de te laisser partir, où est-ce que les gens peuvent te suivre bah, pour suivre ton actualité, tes infos et tout ce que tu partages? Alors, je dirais le lieu le plus propice, c'est mon site web, abelraberin.com, où vous trouverez dessus tout ce qu'il faut. Et j'ai notamment fait développer 2 applications qui sont gratuites d'utilisation dessus. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et ensuite, bah, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, c'est la plateforme que j'utilise le plus. Mais ensuite, je suis sur toutes les autres plateformes, Instagram, Twitter, TikTok et surtout YouTube et les podcasts. Donc, Abel Raberin, vous me trouverez de partout. Ça marche. Bah, je mettrai tous les liens en description, en commentaire, partout, épinglés. Comme ça, c'est sûr que les Et gens. on n'oublie pas également, pour ceux qui ne sont pas trop loin de Genève, on a un événement tous les mois qui se veut révolutionnaire. Donc, c'est une conférence tous les mois qui dure 2-3 heures où vous trouverez de quoi manger, de quoi bien boire. Je l'ai fait, on danse également, on médite, on network. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez unique. Donc, voilà, si vous pouvez vous permettre de passer, ben, allez-y, parce que les événements en présentiel, pour moi, c'est ce qui est le plus important.
Ouais, c'est vrai. Là, on reconnecte un peu avec les gens. C'est top. C'est vraiment l'idéal. En tout cas, merci beaucoup, Abel, et au plaisir de rééchanger avec toi, peut-être dans ton podcast ou encore un épisode 2 de celui-ci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci, au revoir.